Alors, sur la relativité du temps, voilà les grandes lignes qu'il faut avoir bien en tête pour appréhender les exercices et bien comprendre la suite. Alors, le référentiel du laboratoire, donc là, on a écrit 4 choses qu'on va expliquer et essayer de voir pourquoi on parle de dilatation du temps. Alors, référentiel du laboratoire, référentiel propre et durée mesurée. Alors, on va prendre le cas d'une particule qui est instable et qui va se désintégrer. Par exemple, une particule radioactive qui va se désintégrer. Alors, cette particule, elle a une durée de vie très courte. Et donc, pour la détecter, pour pouvoir étudier ses propriétés, c'est difficile parce qu'au moment où on commence pratiquement à faire les mesures, cette particule n'existe déjà plus. Exemple, les muons. Alors, on va se placer dans un référentiel propre lié à cette particule-là. C'est ce qu'on appelle le référentiel propre. Un référentiel, par définition, c'est un objet. Donc, si on se place dans le référentiel, dans cette particule-là, on peut l'appeler le référentiel propre à cet objet-là qui a une durée de vie très courte. Donc, le référentiel propre lié au système, ici c'est notre particule qui a une durée de vie limitée. La durée propre, c'est la durée qui va être mesurée avec une horloge qui va être située dans ce référentiel propre. Donc, les horloges, par exemple, atomiques, qui ont une très grande précision. Donc, cette durée propre mesurée par une horloge qui est fixe, qui n'est pas en mouvement, dans ce référentiel propre. La durée mesurée, c'est une durée qui est mesurée, par exemple, dans un référentiel qu'on appelle le référentiel du laboratoire et qui va être mesuré par un observateur extérieur au système qui représente la particule. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette durée propre et cette durée mesurée sont liées par une relation. Alors, cette relation, on va l'écrire. Alors, on va noter la durée propre, on la note delta Tp, P pour propre, et durée mesurée, delta Tm. Alors, delta Tm, durée mesurée, et durée propre sont liées toutes les deux par un coefficient qu'on note par la lettre gamma et qu'on appelle le coefficient de Lorentz. Alors, ce coefficient de Lorentz, il est donné par une expression qui est 1 sur racine carrée de 1 moins vitesse au carré divisé par la célérité de la lumière dans le vide qu'on note petit c. Alors, la vitesse ou célérité de la lumière dans le vide, c'est un invariant. Donc, on connaît sa valeur, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La vitesse, c'est la vitesse de l'observateur. Et là, il faut bien se remémorer notre situation. L'observateur, il est à l'extérieur, il observe cette particule qui se désintègre, et par rapport à la particule qui est en mouvement, puisqu'elle se désintègre, eh bien cette particule-là, si elle observe cet observateur, elle aura l'impression qu'il est en mouvement. C'est relatif par rapport à notre particule. Donc, cette vitesse-là, c'est la vitesse de notre système par rapport à notre particule, donc la vitesse de l'observateur. Et puis, donc on doit, pour trouver ce coefficient-là de Lorentz, le gamma, on doit faire ce petit calcul. Alors, le coefficient de Lorentz étant défini par cette expression, les durées mesurées sont plus grandes, puisque grâce aux durées mesurées, on arrive à détecter ces particules. Donc, le coefficient de Lorentz, c'est un nombre, c'est une expression avec un 1 et un dénominateur. Pour que le coefficient de Lorentz soit supérieur à 1, eh bien, il faut que ce qu'on a au dénominateur, ici, donc cette partie-là, racine de 1 moins V2 sur C2, sur donc la vitesse de la lumière dans le vide, soit inférieure à 1. Alors, on va faire une application pour prouver que dans le cas de particules comme les muons, on a une durée mesurée, delta Tm, qui est plus grande qu'une durée propre. Et la durée propre, c'est la durée qui est mesurée dans le référentiel propre des muons, donc liée à la particule des muons.